Alors avant de commencer, j'aimerais bien partager avec vous un nouveau site web lié à la chaîne. Donc c'est un site web que j'ai créé pour mettre tous les examens, la correction des examens, les examens et les cours qui sont relatifs pour les mathématiques. Donc c'est un site nommé www.medima.cc. Voilà, donc il y a plusieurs sections. La section pour troisième année collège, tronc commun, première année bac, deuxième année bac, et la toute dernière session pour l'intelligence artificielle et Python. Donc ça c'est un autre niveau, c'est un peu des maths appliquées, mais on va y aller au fur et à mesure, donc étape par étape, jusqu'à ce qu'on arrive à la dernière étape. Donc comme vous le voyez, donc c'est là où on a consolidé tous les cours pour troisième année collège, pour tronc commun, pour le lycée. Et en tout dernier pour les mathématiques appliquées, principalement avec l'intelligence artificielle, Python et le quantum machine learning. Ça, on va voir ça après, mais on va voir tout ça au fur et à mesure. Là, on est sur la troisième année collège. Donc, d'année en année, on va évoluer ensemble. Donc, pour le tronc commun, première année bac, deuxième année bac, on va aller voir au-delà de ça pour les maths appliquées. Donc, je vous laisse le soin de découvrir notre site et n'hésitez pas à le partager aussi. Donc je suis ravi de vous annoncer un événement épique qui va plaire à beaucoup de nos abonnés. Donc on va lancer un incroyable giveaway. C'est une PlayStation 5 ou une tablette iPad ou une Xbox. Donc vous avez le choix. Il y a un sondage que j'ai mis sur notre chaîne. Le sondage qui va emporter le plus de pourcentage, donc sera votre giveaway. Donc pour participer, c'est simple, il vous suffit donc de suivre 3 étapes faciles. Premièrement, assurez-vous de vous abonner sur notre chaîne pour ne pas manquer aucune mise à jour. Deuxièmement, laissez-nous un commentaire sur une des vidéos, sur toutes les vidéos. Donc en mettant un commentaire ou un j'aime. Et la dernière étape, c'est que vous partagez le maximum des vidéos avec vos amis pour multiplier vos chances de gain. Voilà, donc restez connectés avec notre chaîne. Et d'ici quelques mois, donc après qu'on va atteindre un certain nombre d'abonnés, je vais lancer donc le giveaway et je vais annoncer le regagnant de cette PlayStation 5 et on va faire une petite vidéo pour montrer vraiment que la personne a vraiment gagné donc la console. Et sans tarder, on commence à la correction de l'examen. Bonjour les matheux, garçons et filles, sur cette nouvelle session de correction d'un nouveau examen, toujours dans les examens de 2022 pour les mathématiques 3e année collège. Cette fois, c'est sous la demande d'un autre abonné de la chaîne où il demande la correction de l'examen de l'Ayoun, Saqi al-Hamra. Et voilà, je viens de le recevoir de sa part par mail. Bravo, donc déjà je te remercie. Et sans tarder, je vois que c'est un examen assez pas mal. Toujours les Youn, ils sont très très forts dans l'élaboration des examens. Donc c'est un examen qui comporte combien? Il y a 1, 2, 3, 4, 5 exercices. 5 exercices que je vois qui sont assez légers. Donc il n'y a pas beaucoup de questions. On va écrire exercice 1. C'est un exercice de statistique. Première question, on considère la série statistique suivante, c'est un exercice de 2 points. Donc les valeurs du caractère, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, c'est des petites valeurs qui sont croissantes. Très bien, donc il n'y a pas de problème là-dessus. Les effectifs, 3, 4, 2, 5, 2, 3, 1, très bien pour chaque valeur de caractère. Et nous avons une ligne pour les effectifs cumulés, donc apparemment il va falloir les calculer pour calculer la médiane, c'est très bien. Quel est le mode de cette série statistique? Très bien, donc la première question, on va faire ça. Déterminons le mode statistique de cette série. On a vu que pour déterminer le mode de cette série statistique ou de tout type de série statistique, il va falloir chercher l'effectif le plus grand. Ici, l'effectif le plus grand, c'est 5. Et la valeur du caractère qui correspond à 5, c'est rien que 4. Très bien. Et le mode, c'est 4. Donc, on a l'effectif le plus grand
et 5. Or, la valeur du caractère qui correspond à cet effectif et c'est quoi? Ben, c'est 4. Donc, le mode de cette série statistique, discrète en valeur bien sûr, et 4. C'est tout. Donc 3 phrases et vous avez répondu à votre première question. Deuxième question. Complétez le tableau des effectifs cumulés ci-dessous. Complétons le tableau. Très bien. Ben, je vais reprendre que les effectifs. On a quoi? 3, 4, 2, 5, 2, 3 et 1. Très bien. Et on va mettre les effectifs cumulés. Alors, pour les effectifs cumulés, on va prendre la première valeur parce qu'il n'y a pas de... C'est la valeur de départ. Donc, un cumul de 3 plus 0, ça va donner 3. Donc, parce qu'avant, il n'y avait rien. Il n'y a que 0. Donc, 3 plus 0, ça donne 3. Et 3 plus 4, c'est 7. 7 plus 2, c'est 9. 9 plus 5, c'est 14. 14 plus 2, c'est 16. 16 plus 3, c'est 19. Et 19 plus 1, c'est 20. Donc l'effectif total, c'est 20. Voilà. Et quelle est la question qui suit? Calculer la moyenne arithmétique de cette série statistique. Calculons la moyenne arithmétique de cette série. Donc M est égal 1 fois 3 plus 2 fois 4 plus 3 fois 2 plus 4 fois 5 plus 5 fois 2 plus 6 fois 3 plus 7 fois 1. 1 sur l'effectif total qui est de 20. Donc M est égal 3 plus 8 plus 6 plus 20 plus 10 plus 18 plus 7 sur 20. Très bien. Donc M est égal à quoi? 3 plus 8, ça fait 11, plus 6, ça fait 17, plus 20, ça fait 37, plus 10, ça fait 47, plus 18, ça fait 65, et 65 plus 7, 65 plus 7, ça fait 72. Donc 72 sur 20. Donc M est égal 72 sur 20, on va faire la calculatrice, 72 sur 20. « 3,6. Donc c'est 3,6. Donc la moyenne arithmétique, c'est 3,6. Très bien, donc ça c'était pour l'exercice 1. Il n'y a pas de moyenne, il n'y a pas de médiane, non. Ben non, c'est deux petites simples questions. On a calculé l'effectif cumulé sans calculer la médiane. C'est très bien. Donc 2 points, c'est assez facile. Et on passe à l'exercice numéro 2. Très bien. Exercice numéro 2. Alors, résoudre l'équation suivante. Donc c'est un exercice qui comporte combien? 1, 2, 3. Voilà, 3 questions avec un petit problème à la fin. Très bien, il n'y a pas beaucoup de... Donc, première question, résoudre l'équation suivante. Donc, résolution
de l'équation moins 8 plus 3 facteur de 4 plus x est égal à 5x. Très bien, donc l'équation, il n'y a qu'un seul facteur, donc je développe l'expression 3 facteurs 4 plus x, je mets les inconnus d'un côté, les connus d'un autre côté, donc il n'y a pas de surprise là-dessus. Je peux écrire moins 8, plus 3 fois 4, ça fait 12, plus 3x est égal à 5x. Très bien, donc c'est 3x moins 5x est égal à 8 moins 12. 3x moins 5x, ça fait moins 2x. Et 8 moins 12, ça fait moins 4. Donc x est égal à moins 4 sur moins 2. Donc x est égal à 2. Donc, l'équation, l'équation, on va la reprendre. Moins 8 plus 3 facteur de 4 plus x est égal à 5x. Admet une seule unique solution qui est 2. Très bien. Et on passe à la question 2. Une seule équation. Question 2, résolution, ou plutôt résoudre l'inéquation suivante. Donc résolution de l'inéquation comment elle s'écrit? C'est 7x plus 1 strictement supérieur à 9 facteur de x moins 1. D'accord. Alors là, je développe le facteur que j'ai. Je vais mettre les inconnus d'un côté, les connus d'un autre côté. Très bien. C'est 7x plus 1 strictement supérieur à 9x moins 9. 7x moins 9x strictement supérieur à moins 9 moins 1. 7x moins 9, ça fait moins 2x strictement supérieur à moins 10. X, et là je fais un changement de symbole, strictement inférieur à moins 10 sur moins 2. D'accord? Donc x strictement inférieur à 5. Donc, tous les nombres strictement inférieur à 5 sont solutions de cette inéquation. Voilà, c'est réglé. Passe à la question numéro 3. C'est 3a et 3b. Donc 3a c'est un système et le 3b c'est un petit problème. Donc ils vont être liés. Donc 3 petit a, résolution du système. On va résoudre, donc on va dire résolution du système. X plus y est égal à 16 et 5x plus 10y est égal à 125. Très bien. On connaît les méthodologies qui nous servent à résoudre les systèmes algébriques, bien sûr. On a la combinaison linéaire. Et on a quoi? On a la substitution. Mais là, je vois que je peux utiliser la substitution. Très bien. La combinaison linéaire, là, j'ai des facteurs 5 pour l'inconnu x. J'ai un x ici, j'ai un x ici. Le facteur c'est plus 5 et le facteur ici c'est 1. Donc je dois multiplier la première équation par moins 5 pour que je puisse éliminer x. Sinon, puisque j'ai un x qui est multiplié par 1, je peux dire que x est égal à 16 moins y. Et je substitue x est égal à 16 moins y sur la deuxième équation. C'est encore plus rapide. D'accord? C'est ce qu'on va faire.
Donc méthodologie choisie par substitution. C'est plus simple, plus rapide. On va dire que ça c'est la première équation et ça c'est la deuxième équation. D'après l'équation 1, qu'est-ce qu'on a? On a x plus y est égal à combien? C'est 16. Donc x est égal à 16 moins y. Ça on va le dire, ça c'est l'équation 3. Très bien. Maintenant, remplaçons ou substituons x dans l'équation 2 par l'équation 3. D'accord? Ben, l'équation 2, comment elle s'écrit? C'est 5x plus 10y est égal à 125. Moi, je connais que x, selon l'équation 3, x est égal à quoi? C'est 16 moins y. Ben, si je remplace, je vais dire que c'est 5 fois 16 moins y plus 10y est égal à 125. Et je développe pour avoir le y. 5 fois 16, c'est combien? 5 fois 16, c'est 80. Très bien. Donc 80 moins 5y plus 10y est égal à 125. Donc, moins 5y plus 10y, ça fait 5y, est égal à 125 moins 80. Donc 5y moins 125 moins 80, ça fait 45. Donc y est égal à 45 sur 5, est égal à 9. Donc y est égal à 9. Très bien, on vient de trouver y. Maintenant, remplaçons la valeur y est égal à 9. Donc quoi? Dans l'équation 3. Pour avoir x. Dans l'équation 3. Ainsi, x est égal à 16 moins y, soit 16 moins 9, soit 16, plutôt 16 moins 9, ça fait 7. Très bien, voilà. Donc, le système admet une seule unique solution le couple x c'est 7 et y c'est 9. Voilà, et je viens de résoudre mon système. Très bien, et on passe à petit b, donc c'est le petit problème. Une enveloppe contient 16 pièces d'argent de 5 dirhams et 10 dirhams. Très bien, sachant que la somme globale d'argent est 125 dirhams. Déterminer le nombre de pièces de chaque catégorie. On peut prendre x le nombre des pièces de 5 dirhams et y celui de 10 dirhams. Donc déjà, il me donne la première étape. On va suivre notre schéma qu'on a appris ensemble. Hein. Donc résolution du système. La première étape, c'est quoi? C'est le choix des inconnus. C'est déjà fait par le professeur. Choix des inconnus. Deuxième étape, c'est la mise en système. Très bien. Troisième étape, c'est la résolution du système. Généralement, c'est la question qui précède le problème qui contient la résolution de ce système. Donc, résolution. Non.
résolution du système. Et quatrièmement, retour au problème. Vérification. Et réponse aux questions. Donc la première étape, c'est déjà fait par le problème, ou plutôt par le professeur. Soit, on va dire soit x, le nombre de pièces, le nombre de pièces de type 5 dirhams, et soit y, le nombre de pièces de type 10 dirhams. Très bien. Deuxième étape, c'est la mise en système. Et la mise en système, je vous ai dit comment faire. Déjà, pour le choix des inconnus, c'est la question qui va me dire ça. Donc la question, c'est quoi? C'est de déterminer le nombre de pièces de chaque catégorie. Ben, voilà. Donc le choix des inconnus, c'est le nombre de pièces. Première pièce de type 5 dirhams et deuxième pièce, c'est le tiers de 10 dirhams. Et pour la mise en système, c'est toujours l'énoncé du problème. On retourne au problème. Il y a deux énoncés. La première phrase, c'est toujours la traduction de la première équation. Et la deuxième phrase, c'est la traduction de la deuxième équation. C'est ce qu'on va faire. La première phrase, c'est quoi? On a une enveloppe. Contient 16 pièces d'argent de 5 dirhams et de 10 dirhams. Donc, c'est quoi? On a 16 pièces, c'est-à-dire que le total de toutes les pièces est de 16. Moi, j'ai déjà dit que le nombre de pièces de 5 dirhams, c'est x. Et pour 10 dirhams, c'est y. Donc, c'est x plus y qui est égal à 16. Et bien, ça, c'est la première équation. C'est simple. D'accord? Et pour la deuxième phrase, qu'est-ce qu'ils me disent? Sachant que la somme globale d'argent est de 125. On sait que la valeur ou la somme globale d'argent est 125 dirhams. Bah, cette phrase, qu'est-ce que je peux dire? Bah, là, j'ai quoi? La somme globale d'argent est de 125 dirhams. C'est-à-dire, si je prends le nombre de pièces de 5 dirhams et je le multiplie par quoi? Je le multiplie par 5. Et je prends, parce que c'est la valeur de 5, et je prends le nombre de pièces de dirhams, et je les multiplie par quoi? Je le multiplie par 10, parce que leur valeur c'est de 10. Ça va être quoi? Ça va être 125. Vous avez compris? Donc si je prends le nombre de pièces de 5 dirhams, je vais les multiplier par 5, de 5 dirhams, et je prends le nombre de pièces de 10 dirhams, et je leur multiplie la valeur de 10. Et bien 5 dirhams fois le nombre de pièces de 5, et 10 dirhams fois le nombre de pièces de 10 dirhams, ça va me donner 125. Et ça, c'est la deuxième équation. Donc, notre système s'écrit x plus y est égal à 16 et 5x plus 10y est égal à 125. Voilà, ça c'est réglé. Troisième étape, la résolution. Bah, la résolution, c'est d'après les questions qui précèdent. D'après la question 3 petit a, on a le couple 7-9 et l'unique solution
de ce système. Très bien, ça c'est réglé. Maintenant, quatrième étape, c'est la vérification. On va vérifier. Qu'est-ce qu'on nous a dit? On a le total des pièces, ça donne 16. C'est-à-dire que si je prends 7 pièces de 5 dirhams, plus 9 pièces de 10 dirhams, ça me donne combien? Ça me donne 16 pièces. C'est réglé. Et si je prends 5 dirhams fois le nombre de pièces de 5 dirhams, c'est 7. Et j'ajoute 10 dirhams, la valeur 10 dirhams fois le nombre de pièces de 10 dirhams, on a combien? C'est 9. Ça me donne combien? 35 plus 90 est égal, c'est combien ça? C'est 125. Et c'est réglé. Donc ça c'est vérifié, ça c'est vérifié. Et on peut dire ainsi le nombre de pièces de 5 dirhams et 7 pièces. Et le nombre de pièces de 10 dirhams et 9 pièces. Voilà. Problème résolu. Très bien. Donc, premier exercice, deuxième exercice, je vois que c'est assez facile. Et on passe à l'exercice numéro 3. Alors, exercice numéro 3. Le plan est rapporté au repère orthonormé OIJ. Nous considérons les points suivants. A, de couple de coordonnées 2, moins 3. Le point B de couple de coordonnées 1, 0. D'accord. Et le point C de couple de coordonnées 1, moins 4. C de couple de coordonnées 1 et moins 4. Très bien. Donnez le couple des coordonnées du vecteur AB. Très bien. Donc 1, première question. Petit a, calculons, donc si on va calculer en fin de compte, calculons le couple de coordonnées du vecteur AB. On va appliquer la règle du cours, donc le vecteur AB, le couple de coordonnées c'est rien que xb moins xa, YB moins YA. Pourquoi? Tout simplement parce que le vecteur AB est composé de deux points, le point A et le point B. Le point A, c'est l'origine du vecteur et le point B, c'est l'extrémité. Pour calculer les coordonnées, c'est toujours l'extrémité moins l'origine, extrémité moins origine. Ça, on l'a déjà assimilé. Donc, le vecteur AB, c'est XB, c'est 1, moins XA, c'est 2, et YB, c'est 0, et YA, c'est moins 3. Donc le vecteur AB, c'est 1 moins 2, ça fait moins 1. Et 0 plus 3, ça fait 3. Voilà donc le vecteur, le couple de coordonnées du vecteur AB. On va le mettre avec une autre couleur. Très bien. Maintenant, question 1 petit b. Très bien. Vérifier que le coefficient directeur de la droite AB est moins 3. D'accord. Vérifions que le coefficient directeur de la droite AB est moins 3. Ça veut dire quoi coefficient directeur? On l'a vu. Donc le coefficient directeur d'une droite, c'est la pente. Et la pente, on la symbolise avec la lettre M. On l'a vu ça. D'accord? Donc, dans l'équation réduite d'une droite, on écrit Y est égal à MX plus P. C'est ce M qui est la pente. Et c'est un nombre réel. Très bien. Alors, pour notre cas, on a la droite AB.
Et la droite AB est composée, on va dire qu'elle est composée, mais où nous avons le point A et le point B qui appartiennent à cette droite. Et on va utiliser donc le couple de coordonnées du point A et du point B pour calculer donc cette pente, ou plutôt ce coefficient directeur. Donc, on va dire M de AB est égal à quoi? C'est YB moins YA sur XB moins XA. Ou l'inverse, c'est toujours la même chose. YA moins YB sur XA moins XB. Ça, c'est connu. Donc, la pente ou le coefficient directeur de la droite AB, c'est quoi? YB, c'est 0. Moins YA, c'est moins 3. Donc, ça va donner plus 3. Sur XB, qui est 1, moins XA, qui est de 2. Donc, M de AB, c'est 3 sur moins 1 est égal à moins 3. Donc, effectivement, le coefficient directeur ou la pente de la droite AB est moins 3. D'accord? Voilà, on vient de répondre à la question. Maintenant, petit c, calculer les coordonnées du point I, milieu du segment AC. Très bien. Petit c, on va mettre en noir. Petit c, calculant les coordonnées du point I, milieu du segment AC. Ça aussi, on l'a déjà vu. Donc, pour calculer le milieu d'un segment, c'est quoi? I, c'est le milieu du segment AC. On va utiliser le couple de coordonnées du point A et du point C. D'accord? Pour déterminer le couple de coordonnées du point I qui est au milieu de ce segment. Et selon la règle, c'est quoi? C'est XA plus XC sur 2. C'est la moyenne. Et YA plus YC sur 2. C'est tout. On fait une application numérique. Donc I, c'est quoi? XA, c'est 2. Plus XC, c'est 1 sur 2. Et YA, c'est moins 3. Plus YC, c'est moins 4 sur 2. Ça revient à dire que I, c'est 3 sur 2. Et moins 3, moins 4, ça fait moins 7 sur 2. C'est tout. Donc ça, c'est le couple de coordonnées du point I, milieu du segment AC. Ça, c'est facile aussi. Deuxième question, soit delta. Donc là, on a delta d'équation réduite. Y est égal à 1 sur 3x plus 1. Très bien. Deuxième question. On a la droite delta d'équation réduite. Y est égal à 1 sur 3x plus 1. C'est noté. Montrer que delta et AB sont perpendiculaires. Ça, c'est simple. Montrant que les droites delta et AB sont perpendiculaires. Ben, on a vu dans le cours quoi? Si on a deux droites quelconques, leurs pentes, si leurs pentes sont égaux, on va dire que la première droite, sa pente est M, la deuxième droite, sa pente est M'. Si M est égal à M', c'est-à-dire que la pente de la première droite est égale à la pente de la deuxième droite, on va dire que ces deux droites sont parallèles. Et si le produit de leur pente est égal à moins 1, ben ils sont perpendiculaires. C'est ce qu'on va utiliser. Donc on a la pente de la droite AB et on l'a calculé tout à l'heure, c'est moins 3. Et la pente de la droite delta est 1 sur 3. Pourquoi 1 sur 3?
Parce que l'équation réduite de delta, le m ici, c'est 1 sur 3. D'accord? Donc, leur produit est moins 3 fois 1 sur 3, c'est moins 1. On conclut que les droites delta et AB sont perpendiculaires. Voilà. Car, si vous voulez rajouter car, le produit de leur pente est moins 1. Pour justifier carrément. Très bien. Donc, troisième question. Écrire l'équation réduite de la droite D qui passe par le point C et parallèle à la droite AB. Ça, c'est une question classique aussi. Jusqu'à maintenant, tout est classique. Écrivons l'équation réduite de la droite D parallèle à AB et passe par le point C. On va utiliser le cours. Donc, on suppose que l'équation réduite de D est Y est égal M seconde X plus P seconde. Comme ça pour différencier. Avec M seconde et P seconde sont deux nombres réels. D'accord? Bien sûr, à déterminer. Déterminant M seconde. C'est quoi? C'est la pente de D. On a D et AB, comment ils sont? Sont parallèles. Qu'est-ce qu'on a dit? Si les deux droites sont parallèles, leurs pentes sont égaux. Donc, leurs pentes sont égaux. Et on a M' seconde ou M seconde est égal à moins 3. D'où l'équation réduite de la droite D est égale Y est égal à moins 3x plus P seconde. Déterminons P seconde. Et c'est quoi P seconde? C'est l'ordonnée à l'origine. Ordonnée à l'origine. Comment on va déterminer tout ça? C'est avec l'aide du point C. Du couple de coordonnées 1, moins 4 appartient à D. Parce que D passe par C. D passe par C. Ainsi, son couple de coordonnées vérifie l'équation y est égal à moins 3x plus P', parce qu'on n'a pas encore déjà défini P'. S'il vérifie ça, ainsi, on peut écrire YC est égal à moins 3XC plus P seconde. C'est ça l'équation clé. On sait que YC est égal à combien? C'est moins 4. Moins 3 fois 1 plus P seconde. Donc P seconde est égal à moins 4 plus 3 est égal à moins 1. Donc,
l'équation réduite de D, c'est y est égal à moins 3x moins 1. D'accord. Voilà, donc pour la troisième question, ben c'est tout. Donc c'est tout ce qu'il y a pour l'exercice 3. Donc l'exercice 3 reste aussi facile, hein, 4 points, c'est accessible, pas de questions hors questions classiques. Et on passe directement à l'exercice numéro 4. Alors, exercice 4, qu'est-ce qu'il dit? Le plan est rapporté à un repère orthonormé OIJ. Très bien. Et soit f une fonction numérique. Une fonction numérique, c'est della raqmiya. Une fonction numérique dont la représentation graphique est la droite D. Très bien, donc on a une fonction f, une fonction numérique, et sa représentation graphique est une droite D. Très bien. Et le point H de couple de coordonnées, moins 3, moins 2, un point, d'accord, voir la figure ci-dessous. Très bien, donc la figure, on a une droite D. Qu'est-ce que je vois aussi? Donc on a l'origine, on a le point I et le point J. J'ai aussi des points EF. Donc sûrement on va voir par rapport à ces deux points EF. Mais par contre le point H n'est pas représenté. On va voir. Très bien, la première question. 1A. Quelle est la nature de la fonction? Et je suis votre réponse. Ben, c'est simple. Première question. Déterminant. La nature de la fonction f. Alors, qu'est-ce que je peux dire? On a la droite D est une droite qui ne passe pas par l'origine. Qui ne passe pas par l'origine du repère. D'accord? Il ne passe pas par le point O. À savoir le point O de couple de coordonnées 0, 0. Ça, on l'a déjà vu. Donc, si la droite ne passe pas par l'origine, c'est une droite affine. Donc, D est une droite affine. Et puisque D est la représentation graphique de la fonction f, on conclut que f est une fonction affine, tout simplement. D'accord? Sa représentation ne passe pas par l'origine, donc c'est une droite affine. Puisque c'est une droite affine, D c'est la représentation graphique de f, f est une fonction affine. Ça c'est simple. Très bien. Quoi d'autre? Petit b. Représenter le point H dans la figure ci-dessous. Bah, la représentation, c'est simple. Donc, représentation de H, de couple de coordonnées, moins 3, moins 2. On va le faire directement sur notre feuille de réponse. Rapidement, notre stylo marron. On va tracer l'axe des abscisses, d'accord. Donc, le premier lieu et l'axe des ordonnées.
Très bien. L'axe des X, l'axe des Y. On a quoi? On a le point O, le point I, le point J. On a le point F sur 2, 1 et 2. Ici, nous avons le point F. Et nous avons le point E sur moins 3, moins 1, moins 2 et moins 3. Ça, c'est le point E. Et nous avons la droite D qui passe par F et E. Très bien. Ça, c'est la droite D. Et il me demande de tracer le point moins 3, moins 2. Ben, je vais sortir la règle. Moins 3, c'est ici. Donc, la droite parallèle à l'axe des ordonnées qui passe par moins 3, c'est celle-là. Et la droite qui passe par moins 2 est parallèle à l'axe des abscisses. C'est celle-là. Et bien l'intersection, ça va définir le point H. Voilà, c'est réglé. Quoi d'autre? Remplir le tableau suivant. Troisième petit C, complétant le tableau. C'est un tableau des images, des nombres par la fonction f. Ben, Gx, donc c'est un nombre qu'on va choisir à chaque fois. Et vous avez l'image de ce nombre par la fonction x, par la fonction f. Et nous avons déjà une image de 2. D'accord. Et comment on peut dire là? Donc l'image de moins 3 par la fonction f, c'est quoi? Donc moins 3. Si je cherche moins 3, c'est ici moins 3 sur le repère. Ça c'est moins 3. Et bien, moins 3, si je fais une projection sur la droite D, ben, c'est confondu. Et je suis déjà sur la droite D. D'accord? Il n'y a pas de projection à faire parce que je suis déjà sur D. Parce que D passe par moins 3. Et ben, si je suis sur D, si je fais la projection sur l'axe des ordonnées, je vais avoir 0, tout simplement. Ici, c'est 0. Et là, on me demande quel est le nombre dont l'image est 2. C'est-à-dire, je vais prendre 2 sur l'axe des ordonnées. Donc, l'axe des ordonnées, c'est ici. 2, c'est ici. Et je vais chercher sa projection sur la droite D. Là aussi, je tombe sur la droite D. Il n'y a pas de projection à faire parce que D passe par ce point. Et si je suis sur D, si je fais une autre projection sur l'axe des abscisses, ben je vais trouver 0. Ici, c'est 0. Voilà. Combien? C'est un point. D'accord. Voilà. Donc, c'est 0. Donc, la réponse est 0 dans les deux cas. Très bien. Et on passe à la question numéro 2. Soit j'ai une fonction linéaire définie par g de x est égal à 2x, plutôt 2 sur 3x, calculer g de moins 3. D'accord. On a g de x qui est égal à quoi? C'est une fonction linéaire, 2 sur 3x, petit a, calculant g de moins 3. Bah, ça c'est simple. On a g de x qui est égal à 2 sur 3x. Donc, g de moins 3 est égal à 2 sur 3 fois moins 3 est égal. Donc, je simplifie 3 par 3. Ça me reste moins 2. Donc, g de moins 3 est égal à moins 2. Très bien. Maintenant, déterminer le nombre dont l'image par la fonction g est 1. Petit b. Déterminant
le nombre dans l'image par la fonction g et 1. D'accord. Bah ça on l'a déjà vu, donc ça revient à quoi? Là on n'est pas censé il va falloir déterminer le nombre dont l'image est 1. Et ça revient à résoudre l'équation g de x est égal à 1. On remplace g de x par 2 sur 3x est égal à 1. Donc quoi? Donc x est égal à 3 sur 2. Bah, le nombre c'est 3 sur 2. Donc le nombre est 3 sur 2. Et on peut dire que g de 3 sur 2 est égal à 1. D'accord? Très bien. Et maintenant, troisième question. Quelle est l'image de E par la translation qui transforme f en O? Et justifiez votre réponse. D'accord. Petit a. Est-ce que c'est graphiquement ou c'est algébriquement? Ils n'ont pas spécifié. Donc, quelle est l'image de E par la translation qui transforme f en O? Donc déjà, c'est une translation f de vecteur FO. On va écrire déjà ça. Déterminant l'image de E, c'est le point E, par la translation de vecteur FO. Bah, il transforme le point F en O, bah, c'est de vecteur FO. Donc moi, le but, c'est de chercher quoi? C'est de chercher le point, par exemple un point X, où EX vecteur est égal à FO. C'est à moi de déterminer ce point. Donc on a deux moyens. Soit on va le déterminer graphiquement, c'est-à-dire on va le tracer, il est où le FO? FO c'est ça. Ça c'est FO. Et ben voilà, l'image de E par cette translation, c'est le point H. Donc, ça c'est un parallélogramme. Mais il va falloir le prouver. Comment on va faire ça? Soit on détermine les coordonnées du point H, soit on va le tracer graphiquement. Mais je pense que c'est plutôt algébriquement. Donc, puisqu'ils n'ont pas spécifié, donc on va faire ça algébriquement. Graphiquement, c'est simple. Hein. Donc, à un compas, vous allez mesurer la distance FO qui doit être mesurer la distance EX par exemple, et vous allez tomber sur le point H. Mais je préfère qu'on le résout à la méthode algébrique. Soit X, le point, ou plutôt l'image, c'est un point, hein, donc X, l'image de E par la translation de vecteur FO. Ben, je peux ne pas utiliser X hein, pour ne pas compliquer les choses. Je peux dire soit le point, quel est le point qu'on n'a pas utilisé? On peut utiliser le point B, hein, soit B, l'image de E par la translation de vecteur. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? Si on a ça, on peut dire que FO est égal à quoi? Est égal à EB, le vecteur EB. D'accord? Et qu'est-ce qu'on a? On a déjà le couple de coordonnées de F, le couple de coordonnées de E, O, c'est-à-dire 0, et le couple de coordonnées de E. C'est à nous de déterminer le couple de coordonnées de B. Et à la fin, on va trouver que le couple de coordonnées de B n'est rien que... je ne vais pas utiliser B parce qu'on a déjà utilisé B. Hein. Non, on n'a pas utilisé B dans cet exercice. Donc, on peut dire que B à la fin, c'est le point H. On a
Le vecteur FO, c'est quoi? C'est XO moins XF, YO moins YF. Donc FO, X c'est 0 moins XF. XF, on l'a trouvé graphiquement. XF, c'est 0. Y0, c'est 0. Et YF, c'est 2. Moins 2. Donc FO, c'est le couple de coordonnées 0, moins 2. Et on a quoi? Le vecteur EB, c'est XB moins XE, YB moins YE. XB, c'est combien? C'est à chercher, c'est le point qu'on cherche. Moins XE. XE, c'est moins 3, donc plus 3. Et YB, ce qu'on cherche, c'est l'image de E. Et YE, c'est 0. Ouais, c'est 0. Donc, EB, XB plus 3 et YB. Et bien de ça, et de ça, qu'est-ce qu'on conclut? Donc d'après l'équation 1, on a quoi? On a le vecteur FO est égal à le vecteur EB. Donc ça veut dire que ça va être égal à ça. Ici est égal à ça, c'est-à-dire que ce coordonnée, c'est-à-dire l'abscisse, va être égal à l'abscisse de celui-là. Et l'ordonnée va être égal à l'ordonnée de celui-là. Pourquoi? Parce que EB est égal à FO. D'accord? Et j'écris XB plus 3 est égal à 0 et YB est égal à moins 2. Implique que XB est égal à moins 3 et YB est égal à moins 2. Et ça, qu'est-ce qu'on a? On l'a vu ou pas? Donc, le point B est de couple de coordonnées moins 3, moins 2, qui n'est que le point H. C'est-à-dire H de couple de coordonnées moins 3, moins 2. Ainsi, l'image de E par la translation de vecteur FO est le point H. Et on a EH qui est égal à FO. C'est réglé. D'accord? Très belle question quand même. Petit b. Quelle est l'image de la représentation graphique de la fonction f par la translation de vecteur FO? Justifiez votre réponse. La représentation graphique de la fonction f, c'est la droite D. Et sur la droite D, qu'est-ce qu'on a? On a le point E qui appartient à la droite D, et nous avons le point F qui appartient à la droite D. Et il suffit donc pour faire l'image d'une droite, il suffit de faire l'image de deux points qui appartiennent à cette droite, et on aura une droite qui est parallèle à la droite d'origine. Et nous avons que F, l'image de F, c'est O, parce qu'on parle de translation de vecteur FO. Et nous avons l'image de E qu'on vient de déterminer, c'est le point H. Donc l'image de D n'est rien que la droite HO. Voilà. On va écrire tout ça. Hein. Donc, déterminons l'image de la représentation de la fonction f par la translation FO de vecteur FO. On va faire un rappel, on a la droite D et la représentation graphique de la fonction f. D'accord? Or, E, le point E appartient à la droite D
et le point F appartient à la droite D. Donc, l'image de E, on va pas dire donc, mais c'est plutôt on a l'image de E par la même translation et le point H est l'image de F par la même translation et le point O, parce qu'on parle du vecteur FO, d'accord? Donc, l'image de la droite D est la droite HO parallèle à la droite D. C'est tout. Ben voilà, donc ça c'était pour l'exercice 4. On va dire que c'était aussi facile, hein. 6 points, à part la question 3 et la question 1C. Mais en général, c'est accessible. Très bien, on passe à l'exercice 5, c'est le dernier exercice, hein, de la géométrie dans l'espace. Alors, exercice numéro 5. Voilà, c'est de la géométrie dans l'espace. Un solide. Ben, je vois qu'il est intéressant cet exercice. Je vois une pyramide à l'intérieur d'un cylindre. C'est déjà intéressant. Et on commence. Un solide se compose d'un cylindre droit C de hauteur OS. D'accord. Et BD, donc le segment BD, un des diamètres de sa base à l'intérieur du cylindre. D'accord. Se situe une pyramide P de hauteur OS, donc c'est la même hauteur, donc le cylindre et la pyramide, ils ont la même hauteur. Et juste pour rappeler la hauteur, quand on dit hauteur, ça veut dire que ce segment, il est perpendiculaire à la base de cette forme géométrique ou de ce solide. Par exemple, si on vous dit que SO, c'est la hauteur de la pyramide, sachez que SO, elle est perpendiculaire à la base de cette pyramide. Ou si on vous dit que OS est la hauteur du cylindre C, le cylindre droit C, sachez que ce segment, il est vraiment perpendiculaire à la base. Et cette fois, la base, elle est circulaire, donc c'est un disque. Donc le segment OS est perpendiculaire au disque de ce cylindre. Et de hauteur OS et d'une base sous forme. Voilà, sous forme, c'est pas sous forme, c'est-à-dire comme ça s'écrit comme ça, sous forme. D'accord. Sous forme d'un carré ABCD. Très bien. Sachant que AC est égal à 6 et SA, d'accord, et SA est égal à 5, il n'y a pas d'unité de mesure ici. Ben, on va imaginer que c'est du centimètre, pas des mètres. Hein. Montrer que SO est égal à 4 et AB est égal à 3 racines de 2. Ben, juste pour rappeler ce que ça veut dire un cylindre droit. Vous avez le premier disque et vous avez le second disque. Ben, un cylindre droit, c'est un cylindre où le côté, plutôt les deux côtés, est perpendiculaire à la base. D'accord? Donc il y a un angle droit entre le côté et la base. Et un cylindre qui n'est pas droit, ben, c'est un cylindre où les deux disques ne sont pas en position parallèle. Voilà. Ça, c'est un cylindre qui n'est pas droit. Ça, c'est un cylindre droit. Ça veut dire que le centre du premier disque, si vous faites la projection sur la base, vous allez tomber sur le centre du second disque. Par contre, ici, non. Si vous faites la projection du centre du disque d'en haut, vous n'allez pas tomber sur le centre du disque de base. Le centre du disque de base. D'accord? Juste pour vous rappeler ça. Très bien. Et alors là, comment on va calculer ASO? Très bien, on va calculer. Donc, première question. On va faire un petit schéma déjà. Qu'est-ce qu'on a? On a un disque. On a
un rectangle, ou plutôt un carré. C'est juste une petite schématisation pour vous montrer un petit peu comment ça se présente. Voilà notre carré. Donc A, B, C et D. Et vous avez l'intersection AC, plutôt le segment AC, avec comme centre le point O. Et vous avez aussi le sommet S. On va dire ça. Non. Tac. Voilà. Et vous avez ce SAC. D'accord? Ça, c'est le sommet de la pyramide. Parce que là, on me demande quoi? On me demande de calculer SO. Et SO, on va tracer aussi O, c'est ici. Et ça. Très bien. Alors là, on me demande de calculer. On va prendre un autre stylo pour montrer ça. Très bien. AC est égal à 6. On a déjà AC qui est égal à 6. Donc ça, c'est égal à 6. Et vous avez SA qui est égal à 5. Et on nous demande de calculer SO, c'est-à-dire la hauteur. Bah, c'est simple. Qu'est-ce que je vais utiliser? J'ai déjà AC, donc je peux calculer AO. Parce que AO est égal à 1 demi AC. Parce que AC, c'est le segment, plutôt c'est la diagonale du carré ABCD. Et si j'ai AO, j'ai déjà AS ou SA, le terme de Pythagore, et calculer SO. Donc je vais utiliser le triangle SAO. Donc ça qui va me permettre, mais là je dois montrer que SAO est un triangle rectangle en haut. D'accord? Et là je peux le dire, parce que SO est perpendiculaire à la droite AO. Et là il faut le prouver. D'accord? On va écrire tout ça. J'espère que vous avez bien compris un petit peu le schéma. Dans la pyramide, S, A, B, C, D, on a la hauteur OS et la hauteur, donc la droite SO est perpendiculaire à la base ABCD, c'est-à-dire au plan ABCD au point O. Très important de dire O. D'accord? Donc la droite SO, elle est perpendiculaire au plan ABCD au point O. Ça c'est clair. Et on a quoi? Et on a la droite OA est incluse dans le plan ABCD. Ça, on l'a vu dans le cours. Au point, ou plutôt pas au point, passante par le point O. Ben, c'est normal parce que la droite OA, ben, déjà son nom c'est OA. Donc il y a la lettre O. Donc ça c'est logique. On conclut. C'est systématique. Hein. On conclut que les droites SO et OA sont perpendiculaires. Ça, c'est clair et net. Donc, la droite SO est perpendiculaire à la droite AO. Et bien, si c'est le cas, donc, le triangle SOA est un
triangle rectangle OO. D'après le théorème de Pythagore, on a SA au carré est égal SO au carré plus AO au carré. Moi, je cherche SO au carré qui est égal à SA au carré moins AO au carré. SA, c'est 5. Par contre, AO, je dois la déterminer. Or, ABCD est un carré. Et le segment AC et le segment BD sont les diagonaux qui se coupent au point O. Donc quoi? Donc O est milieu de AC et de BD. Très bien. Ainsi, si c'est le cas, si on a O et milieu de AC, ça veut dire quoi? Ça veut dire que AO est égal à 1 sur 2 AC. Ça, c'est logique. Donc, SO au carré est égal à SA au carré, ou AS au carré, donc c'est la même chose, hein, moins AO au carré. Et AO, c'est 1 demi AC, le tout au carré. Donc, SO au carré est égal à SA au carré, moins 1 sur 4 AC au carré. Donc, SO est égal à la racine de tout ça. 1 sur 4 AC au carré. Application numérique. SO est égal à quoi? SA, on a dit que c'est 5. Moins 1 sur 4. AC au carré, c'est 6. La puissance 2. Donc 5 fois 5, ça fait 25. 36 sur 4. Racine de tout. Et ça, c'est 25 moins 36 sur 4. C'est combien? 18, 9. Donc, c'est racine de 16 est égal à racine de 4 à la puissance 2. Donc, SO est égal à 4. Effectivement, on vient de vérifier que SO est égal à 4. D'accord? Donc, tout est question du théorème de Pythagore. Donc, une fois que vous localisez votre triangle, il va falloir prouver que c'est un triangle rectangle. Un peu de logique et vous pouvez donc trouver la réponse facilement. Voilà, donc la réponse pour SO. Maintenant, montrons que AB est égal à 3 racines de 2. Très bien. Faut-il reprendre le schéma? Oui, on va le faire. On a le disque de base. On a notre carré. On va dire que c'est ça. On a A, B, C et D. On a le croisement de AC avec BD. Et nous avons le point O au milieu. D'accord? Maintenant, il me demande de calculer la distance AB. Ben, pour calculer la distance AB, j'ai besoin de quoi? J'ai besoin d'un triangle rectangle. Voilà. Donc pourquoi? Parce que j'ai déjà la distance AC que je connais, donc c'est 6. Je connais AB, je connais BC qui est égal à DC, qui est égal à AD parce que c'est un carré. Donc, et là j'ai deux triangles. Je peux faire un double de ce schéma. Attends. Qu'est-ce qu'on a? Non, pardon. Soit je prends le triangle AOB et dire que c'est un triangle rectangle en haut. Je
peux appliquer le théorème de Pythagore. Soit je peux prendre le triangle A, B, C. Rectangle en B. D'accord. Ben, dans le premier cas, c'est pourquoi? Donc ABCD, c'est un carré. Et les deux diagonaux sont égaux. Et l'angle qu'ils font au milieu, c'est un angle rectangle. Ça, c'est connu. Parce que c'est la règle, c'est connu. Donc le triangle ABO, c'est rectangle en haut. Pourquoi? Parce que ABCD est un carré. Et si c'est le cas, donc j'aurai AB au carré, qui est égal à quoi? Qui est égal à A au carré, plus OB au carré. Et puisque c'est un carré, c'est-à-dire ABCD est un carré, nous avons AO qui est égal à OB. Ça, c'est connu. Donc AB au carré est égal à quoi? Est égal à 2 fois AO au carré. D'accord. Et dans ce cas, nous avons quoi? Dans le rectangle, dans le triangle ABC, nous avons le triangle rectangle en B. Et je peux dire que AC au carré est égal à AB au carré plus BC au carré. Et moi, je cherche quoi? Je cherche AB. Par contre, je sais que BC est égal à AB. Donc AC au carré est égal à 2 fois AB au carré. Donc AB au carré est égal à 1 sur 2 AC au carré. Donc dans les deux cas, je vais trouver, je pense, la même réponse. Ben, on va faire ça. On a A, B, C, D est un carré. Très bien. Donc quoi? Donc le triangle AOB est un triangle rectangle en haut, car O est milieu des deux diagonaux du carré. C'est bon. Si j'écris ça, c'est bon, c'est réglé. Donc, d'après le théorème de Pythagore, on a AB au carré, on va reprendre ce qu'on a écrit tout à l'heure, donc AB au carré est égal à A au carré plus OB au carré. Et puisque c'est un carré, on a AO qui est égal à OB, car carré. D'accord? Donc AB au carré est égal à 2 fois A au carré. Donc, quoi? Donc AB au carré est égal. Et AO, c'est quoi? On a vu que AO, c'est 1 demi de AC. Donc c'est 2 fois 1 demi de AC. D'accord? Donc AB au carré est égal à 2 sur 4 AC au carré. Donc AB au carré est égal à AC au carré sur 2. Donc AB est égal racine de AC au carré sur 2 est égal à AC sur racine de 2. Donc AB est égal, AC c'est combien? AC c'est 6, donc c'est 6 sur racine de 2. Donc AB est égal 6 fois racine de 2 sur racine de 2 fois racine de 2. Donc j'ai multiplié par racine de 2 sur le numérateur et le dénominateur. Qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens un AB qui est égal à 6 racine de 2 sur 2. Et 6 sur 2, ça fait 3. Donc AB est égal 3 fois 2 fois racine de 2 sur 2. Je simplifie par 2 et j'aurai un AB qui est égal à 3 racines de 2. Voilà. Donc c'est prouvé. De même, on va utiliser donc le second schéma, c'est-à-dire le triangle ABC. Et le même raisonnement, nous avons ABCD est un carré, donc ABC est un
triangle, rectangle en B. Donc, selon le théorème de Pythagore, on a quoi? On a AC au carré est égal à AB au carré plus BC au carré. Bah, BC est égal à AB, car ABCD c'est un carré. Très bien. Donc AC au carré est égal à AB au carré plus AB au carré. Donc je remplace BC par AB. Donc AC au carré est égal à 2 fois AB au carré. Moi je cherche AB. Donc AB au carré est égal à 1 sur 2 AC au carré. Donc AB est égal à 1 sur racine de 2 fois AC. C'est simple. Voilà, on retrouve ce qu'on a retrouvé tout à l'heure. Donc AC c'est quoi? C'est 6 sur racine de 2. Et ça on peut le simplifier, donc comme on a fait tout à l'heure. Donc AB est égal à 6 racine de 2 sur racine de 2 fois racine de 2 est égal à combien? 6 racine de 2 sur 2 est égal à 3 racines de 2. Donc AB est égal à 3 racines de 2. Donc dans les deux cas, on trouve toujours AB est égal à 3 racines de 2. Très bien, donc c'est intéressant cette première question. Et on passe à la deuxième question. Vérifions que le volume du cylindre C et V1 est égal à 113,04 et le volume de la pyramide P et V2 est égal à 24 et on prend pi est égal à 3,14. Très bien, ça c'est assez facile, il va falloir juste comprendre comment calculer donc là le volume. Donc on a vu pour un cylindre droit, vous avez donc le premier disque, le deuxième disque et vous avez votre cylindre. Pour calculer le volume, il va falloir calculer quoi? Il faut calculer l'aire de la base, qui est un disque, et de la multiplier par la hauteur. C'est tout. C'est ça votre volume. Donc, le volume de ce cylindre, noté V1, c'est quoi? C'est l'aire du disque fois la hauteur. Voilà. Et l'aire du disque, c'est quoi? C'est pi r carré. Avec r, c'est le rayon. D'accord? Dans notre cas, r, c'est quoi? R, c'est O. C'est OA. Donc, c'est AO. Et H, la hauteur, on l'a déjà vu, c'est SO. Et bien, on applique. Donc, V1 est égal pi fois r carré qui est AO au carré fois SO. Donc V1 est égal à pi fois AO qui est donc c'est la moitié de AC qui est 3. 3 à la puissance 2 fois SO qu'on a calculé est égal à 4. C'est tout. Donc le V1 est égal à combien? On va faire la calculatrice. Alors 3,14 pour pi fois 3 à la puissance 2 fois 4. C'est 113,04, effectivement. Très bien. 113,04. Voilà. Le volume V1 du cylindre. Très bien. Maintenant, il va falloir calculer aussi le volume de la pyramide. Ça, on a vu tout. Donc, on est donc comment faire pour calculer donc la pyramide. Alors, le volume d'une pyramide. Voilà. C'est le même schéma. Hein. Donc, il faut calculer l'aire de la base et de le multiplier par quoi? Par la hauteur. D'accord? Et de diviser par 3. Donc, le volume V2, c'est quoi? C'est l'aire de A, B, C, D fois la hauteur sur 3.
Donc V2 est égal SABCD, c'est-à-dire l'air là, c'est égal à combien? C'est AB fois BC, parce que c'est un carré. Et puisque BC est égal à AB, on peut dire que c'est AB au carré. Très bien. Et la hauteur, c'est la même hauteur que la cylindre, c'est-à-dire SO. Voilà. Et on applique, donc V2 est égal à B au carré fois SO sur 3. Donc V2 est égal à B au carré, c'est-à-dire 3 racines de 2 à la puissance 2 fois SO qui est 4 sur 3. Ça revient à dire quoi? Si on simplifie 3 par 3, ça me reste quoi? Ça me reste un 3 fois racine de 2 fois racine de 2, ça fait 2, plus 4. Donc V2 est égal, 3 fois 2, ça fait 6, 6 fois 4, ça fait 24. Et voilà donc le volume de la pyramide, c'est 24. Très bien, intéressant cette question. Il va falloir juste connaître les expressions, comment calculer les volumes. Donc le volume d'un cylindre droit et comment calculer le volume d'une pyramide. Et on passe à la toute dernière question. 3. On fait un agrandissement du solide de coefficient 2. Quel solide? Ah oui, les deux. On fait un agrandissement du solide de coefficient 2. Parce que déjà, le solide, il est composé de deux choses. Il est composé du cylindre et il est composé de la pyramide. Donc les deux, ils font un solide. Donc on fait un agrandissement de 2. Calculer le volume de l'espace laissé vide dans le cylindre après l'agrandissement. D'accord. C'est un peu de physique, ça. C'est un peu de la physique. C'est pas grave. Donc on va reprendre le schéma. Vous avez votre premier disque de base, le second disque de hauteur. Vous avez les côtés. On va dire ça. D'accord. Et vous avez votre pyramide à l'intérieur. C'est pas du top, mais bon, vous avez compris. D'accord. Donc, eux, qu'est-ce qu'ils demandent? C'est de calculer le volume laissé après agrandissement par la pyramide dans le cylindre, c'est-à-dire tout ce volume. Donc, une fois que vous allez faire rentrer votre pyramide à l'intérieur du cylindre, il y a un volume qui restera libre, c'est ce qui est en vert. Eux, ils veulent ce volume. C'est simple. Comment on va faire pour calculer ça? Mais ça, c'est après agrandissement. Déjà, pour le cylindre, on a calculé le volume V1. D'accord? Et après un agrandissement, on va dire qu'on a, par exemple, le volume V1', c'est-à-dire le cylindre agrandi. Et on a calculé donc le volume V2 de la pyramide. Et après, on a fait un agrandissement de V2 de 2 fois pour avoir V2', par exemple. Et eux, qu'est-ce qu'ils demandent? Eux, ils demandent de calculer le volume V du vide. On va le nommer V vide, le volume du vide. Le volume du vide, c'est que la soustraction, c'est-à-dire le volume du vide, c'est le volume, on va le mettre avec la même couleur, c'est le volume quoi du cylindre, V1', après agrandissement, moins, d'accord, moins le volume de la pyramide après agrandissement. Donc du coup, j'ai besoin de calculer V1' et V2'. Calculons V1', volume du cylindre après agrandissement. Et le volume V1' après agrandissement, c'est quoi? C'est le coefficient d'agrandissement, c'est-à-dire 2 à la puissance quoi?
à la puissance 3, parce qu'on travaille avec des volumes, fois le volume V1. Et application numérique, ça c'est égal à quoi? C'est 8 fois 113,04. C'est ce qu'on a trouvé. D'accord? Et calculant V2', volume du pyramide, après agrandissement. Donc V2', c'est quoi? C'est le coefficient d'agrandissement porté à la puissance 3 parce qu'on travaille avec des volumes, fois V2, le volume de la petite pyramide, est égal à combien? C'est 8 fois 24. D'accord? On va faire utiliser la calculatrice. S,04 fois 8, 904. ,32. Très bien. Très bien. Et 8 fois 24, c'est 192. Et maintenant, on va calculer le volume. Donc, le volume de l'espace laissé vide dans le cylindre et V du vide V1' moins V2' qui est égal, on va faire une application directe, hein, donc 904,32 moins 192, V du vide est égal à 904,32 moins 192. C'est 712,32. 712,32. C'est ça, le volume du vide laissé par la pyramide. Voilà, donc c'était l'exercice, le dernier exercice de cet examen de l'Ayoun, Saqi al-Hamra. Intéressant, toujours, donc le dernier exercice chez les gens de l'Ayoun est intéressant. Voilà, donc je vous invite à vous entraîner dessus. Si vous avez des questions ou des remarques, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Sur ce, je vous dis bon courage et si vous avez des examens ou quoi que ce soit, n'hésitez pas. Prenez soin de vous et à la prochaine.